Alors, quand la présidente et le secrétaire général qui connaissent mes liens d'amitié, d'une part avec Francis Delvert, l'arrière-petit-fils de Joseph Lacroix, l'apprenti assistant et ami de Louis Ducos-Duron, et d'autre part avec Alain Spey, organisateur du colloque qui aura lieu début septembre, m'ont demandé si je voulais participer à cette table ronde, regard croisé. J'ai accepté, bien que n'ayant aucune idée du regard que j'allais porter. Mon premier regard s'est tout de suite attardé sur son aîné, Alcide, pour lui rendre justice en soulignant le rôle primordial qu'il a joué dans les inventions de son frère. Cette collaboration des deux frères est exceptionnelle. Ils ont souvent été à la peine, il serait juste qu'ils se trouvent ensemble à l'honneur. Qu'aurait inventé Louis sans l'aide attentionnée de son frère? Il suffit de lire la correspondance d'Alcide pour se rendre compte combien cela a été difficile pour lui et combien son mérite est grand. Ainsi, sa lettre notée confidentielle du 13 octobre 1883, où il se confie à son ami Georges Tholin, est d'autant plus émouvante qu'elle est écrite par un haut magistrat. Vous savez qu'il était conseiller à la cour d'Alger, et il était en mesure donc de remplacer le président de la cour d'appel. C'est quand même pas rien. Comme il n'arrivait plus à subvenir aux frais de sa famille et surtout à la charge coûteuse des expériences de son frère, y compris la rémunération de l'assistant Auguste Casse, il est parti à Alger pour accélérer son avancement. Malgré cela, il n'arrive pas à rembourser l'emprunt de 15 000 francs, soit environ 55 000 € d'aujourd'hui, contracté 10 ans plus tôt. Il a même utiliser la dot de sa femme, etc. Et sans doute l'argent qu'il avait récupéré après la mort de son père. Pour qu'il se confie ainsi, c'est qu'il ne voit pas le bout du tunnel. Et bien qu'il ne dorme plus, comme il l'avoue, il continue à se démener pour aider son frère. Il gère les contrats, il assouplit les contacts de son frère avec les fournisseurs ou des associés pas toujours faciles, comme en témoigne cet extrait d'une lettre d'Adolphe Magin. « J'ai vu votre frère plusieurs fois, et aussi monsieur Despard. » En fait, c'est Despand qui était le contremaître de l'imprimeur Quinsac. « Qui s'irrite de n'en pouvoir rien tirer. Cette tête pleine d'inventions n'a pas à son service les appendices préhensifs et actifs qu'il faudrait. On n'en peut obtenir aucun témoignage matériel et tangible des perfectionnements acquis. » Alcide ne fait pas qu'aider son frère pécuniairement. Il participe à ses travaux, il rédige, il publie les résultats de ses recherches. Il a assimilé les techniques de Louis au point de pouvoir conseiller ou de prendre des décisions en l'absence de celui-ci, ou encore de faire, le 28 mars 1878, une communication à l'Académie d'Agen intitulée « La photographie des couleurs par le système Louis Ducos-Duron ». Je suppose, comme maintenant, qu'il vaut mieux connaître son sujet pour être en mesure de répondre aux questions qui seront immanquablement posées. Il a par ailleurs écrit 2 livres sur la photo et collaboré à combien d'autres. Mais puisque j'évoque l'Académie, c'est le deuxième regard que je porte. Je dois signaler qu'elle n'est pas restée en marge et n'est pas du tout étrangère aux travaux de Louis, ne serait-ce que par la participation de certains de ses membres, comme Georges Tholin et Adolphe Magin, qui, on le sait, ont été secrétaires perpétuels, présidents de l'Académie, etc. Et qui ont fait le lien comme amis et comme actionnaires d'ailleurs, des dizaines de lettres le prouvent, entre Alcide à Alger et l'imprimeur Quinsac à Toulouse. Et bien sûr, pour avoir donné une tribune et publié des articles correspondants, bien qu'à l'époque, peu de communications étaient publiées. En effet, si les 2 frères en sont restés membres, chacun pendant au moins 50 ans, c'est qu'il doit y avoir quelques raisons, d'autant qu'ils ont quitté Agen au début des années 80. Alcide, comme membre associé de 1857 à 1907 et président en 1873, Louis, comme membre correspondant de 1859 à 1908 et peut-être même quelques années de plus,
car il ne figure plus dans l'annuaire suivant, qui date de 1913. Je pense qu'il a dû cesser à la mort de son frère en 1909. Cela justifie, si besoin était, la légitimité du parrainage du colloque Ducos-du-Hauront par l'Académie d'Agen. Enfin, un dernier regard, critique celui-là, apparu au fil de la lecture de l'ensemble des documents et biographies sur Ducos-du-Hauront, c'est le manque flagrant de précision concernant l'énoncité, les dates et les lieux. Par exemple, qui est cette Alice qui, entre 1948 et 1964, signe plusieurs courriers, qui est ce Bercegolle associé à Louis et qui a déposé un brevet pour la fabrication d'un appareil photo, le Sinox, par la société Joucla, qui est ce Allard de la famille de Louis, qui est venu à Agen en août 2020 pour le centenaire. Quand et comment est-il allé à Toulouse, à Lourdes, à Paris, au Temple-sur-Lot, et où logeait-il, etc., etc. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de mettre toutes les informations recueillies sous une forme synthétique afin d'avoir une vue d'ensemble pour essayer de combler les nombreuses cases manquantes, comme nous allons le découvrir dans les diapositives suivantes. Cette première diapositive, que j'ai appelée les parents et la fratrie de Louis, eh bien, on voit, c'est pas commode, c'est pas la souris, ah si, on voit ici Louis, vous voyez, sur le curseur de la souris, son frère ici, Alcide, et puis un frère qui est mort, qui est né aussi à Coutras, comme Alcide, mais qui est mort, je vais peut-être un peu vite, qui est mort à Langon. Ça nous permet d'ailleurs de dire à quel moment il était à Langon ou à Coutras. Et puis on voit ici, sur le côté gauche, son père qui est né à Bordeaux, et puis son grand-père qui est né à Nogaro et qui s'est marié à Bordeaux, et son arrière-grand-père qui est né à Nogaro. Mais là, on a peu de renseignements parce que les archives du 18e et 19e ne seront en ligne que l'année prochaine pour le Gers. Je vais encore toujours trop vite. Bon, enfin, c'est pas grave. Nous avons ici une photo qui est inédite, que m'a passée Francis Delvert, et qui montre la famille Ducos-du-Hauront autour d'un jeu de dames avec quelqu'un qui s'appelle Général Ferrabou, que je ne connais pas particulièrement. Mais on voit ici sur la gauche, eh bien, le jeune Louis. On voit son frère ici sur la droite et on voit son père tout à fait à l'extrême droite. Et on voit que son père s'appuie sur l'épaule d'une dame. Il y a tout lieu de penser que cette dame est sa mère. Je ne vois pas le directeur des contributions indirectes du Gers s'appuyer machinalement sur une personne autre que sa femme. Là, c'est la famille d'Alcide. On voit que, eh bien, il a eu 6 enfants, dont deux sont morts, et son fils Amédée, qui a vécu en Algérie. Voilà, le second. L'aîné Lionel, lui, est mort à Agen. Voilà. Et les 2 filles et la fameuse Alice dont j'ai parlé tout à l'heure, je me posais la question, et bien là voilà, c'est une nièce de Louis. Là, c'est la famille d'Amédée, celui, on va dire l'Algérien, celui qui a passé sa vie. Je sais qu'il a eu par les journaux 5 enfants, mais je n'ai pas pu tous les identifier. Là, c'est la famille de Gaston.
La Gaston, alors là, effectivement, c'est lui qui a donné tous les ducaux du Rhône qui traînent ou les familles apparentées viennent de la famille de Gaston. Et le fameux Allard qui est venu vient du mari de Allard qui a épousé la fille aînée de la fille aînée de Gaston. Et après, c'est d'ailleurs, ce sont les arbres généalogiques qui m'ont permis d'aller plus loin, et surtout un blog de la librairie Mola qui est fait par un Francis Lipa qui a beaucoup recherché sur les descendances récentes de la famille du Ducos-du-Rhône, la partie algérienne et ces gens-là, puisque le seul qui a fait un site sur Génialnet, c'est la famille Viennot. Voilà, puis de l'autre côté, des gens que je n'ai pas entendu parler de l'autre fille. Et là, c'est la famille de Berthe. Berthe, c'est la sœur de Louis, qui n'a qu'un seul prénom, je n'ai pas compris pourquoi, parce que tous les autres en ont plutôt 3 ou 4, et qui a épousé un Bersegol. Un Bersegol, c'est une famille noble du Lot, c'est Bersegol du Moulin, qui sont de Bélaï. Et elle a eu un fils, et c'est ce neveu donc de Louis qui travaillera beaucoup avec son oncle concernant certaines inventions. Voilà pour la généalogie, mais qui sera reprise dans la revue de la Genée et dans le recueil de travaux, ce qui fera suite au colloque. Et là, je me suis intéressé au lieu de résidence de la famille Ducos-du-Rhône. Alors, par l'intermédiaire des renseignements recueillis dans la généalogie, je sais qu'il s'est marié en 1829, enfin son père s'est marié en 1829 à Coutras, puisqu'il était nommé à Coutras, alors où il était certainement avant, puisqu'il s'est marié au mois de juin, il devait certainement être à Coutras en 1828, mais là, j'en ai pas de certitude. Son fils Alcide est né à Coutras, ainsi on l'a vu, il y a un deuxième fils qui est né à Coutras, mais qui est mort 2 ou 3 ans plus tard et qui est mort à Langon. Ce qui veut dire qu'à cette date-là, eh bien, le père de Louis était à Langon. Donc, ça nous permet d'avoir quelques dates. Et Louis est né donc rue Notre-Dame à Langon, sauf que si on recherche, la rue Notre-Dame n'existe plus. En fait, c'est devenu la rue Saint-Louis-Beaulieu. C'est un prêtre qui a été canonisé dans les années 1984, si je me souviens bien, et ils ont donné donc son nom à cette vieille rue Notre-Dame. À Libourne, donc on sait qu'il y était puisque Berthe y est née, sauf qu'elle est née place Royale, qui n'existe plus non plus. C'est devenu la place Abel-sur-Champ. De là, ils sont partis à Pau. Alors, à quel moment, je n'ai pas pu encore le déterminer, mais on sait qu'il y était en 1847. Et ils sont revenus à Agen en 1848. De 1848 à 1851, on sait que Louis a été un temps au petit collège, donc ça devait être 5 après, et la maîtrise, ça devait être la musique, forcément à la cathédrale 5 après, enfin, je pense. Pendant ce temps, eh bien, Alcide devait terminer ses études à Toulouse, vraisemblablement entre 1848 et 1853. Et puis, on les voit à Tonneins. À Tonneins, entre 1851 et 1859. Et là, on sait par la généalogie que son grand-père est mort à Tonneins en 1853, c'est-à-dire que Louis a certainement fréquenté assidûment son grand-père pendant 2 ans, puisqu'ils étaient dans la même ville. Et Tonneins n'est pas si grand qu'il ne puisse pas voir son grand-père. Et puis on les voit à Auch où son père a été nommé directeur des contributions indirectes. Ils habitent rue des Saules. Rue des Saules, c'est une rue qui est près de la cathédrale, une rue très, très passante. Je n'ai pas pu déterminer le numéro. Et puis, son père meurt en
on l'a vu en octobre 1863, et en octobre 1863, ils reviennent sur Agen, où Alcide professe déjà en tant qu'avocat. Et ils débarquent rue Saint-Louis, qui est la rue Louis-Vivin. Alors, pour la petite histoire, la ligne Agen-Auch n'a été ouverte qu'en 1865. Donc, ils ont encore emprunté la diligence pour venir à Agen. De là, ils repartent à Lectoure. Alors, je ne vous parle pas des nominations de son frère comme juge à Lectoure. Ils reviennent tout à fait fin décembre, début janvier fin décembre 69 ou début janvier 70, parce que je pense que dans l'administration comme maintenant, on termine le mois entamé, je suppose, ou l'année civile. Au passage, on le verra après, j'ai fait une triangulation pour identifier l'endroit où il habitait à Lectoure. Après, il revient sur Agen en janvier donc 1870 pour habiter cours Saint-Antoine, c'est-à-dire la rue Voltaire. De là, ils vont 31 boulevard Scaliger, puis ou 4 rue Palissy, où il y a l'hôtel de police maintenant. Et de là, eh ben, nous arrivons en février 81, où Alcide part, on l'a vu, il part à Alger pour essayer d'améliorer son salaire en montant en grade plus rapidement. Donc, il part à Alger. La famille reste à Agen. Elle partira qu'en 83 et Louis ne repartira à Alger et il y arrivera d'ailleurs le 10 avril 84. Pendant ce temps, eh bien, il était à Toulouse. Il était à Toulouse pour ses photos avec l'imprimeur, enfin, etc. Il essayait de gagner sa vie avec la société qu'il avait créée. Que dire d'autre? Entre-temps, il est parti à Lourdes. Alors, c'est assez difficile de retrouver les dates parce qu'elles sont contradictoires. On dit qu'il a quitté Toulouse définitivement en 83, mais qu'il est allé à Lourdes, qu'il était à Agen en octobre 83. C'est assez compliqué. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est certainement allé à Lourdes en partant de Toulouse. C'est beaucoup plus facile parce qu'il y avait le train. Alors que sur Agen, c'était beaucoup compliqué, comme maintenant d'ailleurs. Voilà. Et Et alors, de Paris, donc, il reste à Alger jusqu'en novembre 96. Il a changé je ne sais pas combien de fois. Je crois que c'est une famille qui déménageait beaucoup. La famille a été, quand elle est arrivée au 68 rue de Rovigo. Et puis, ils sont allés au 98, puis ils sont revenus au 68. Entre-temps, Alcide était allé au 65, au 73. Et après, Louis, il est allé au 23 et au 26, boulevard Bonaccueil. Il faut vous dire que ça a beaucoup déménagé. Et enfin, ils décident de revenir à Paris. Et en novembre 96, on les voit revenir à Paris. Alors, j'ai pu lire qu'en réalité, Louis était venu en éclaireur bien avant. En réalité, effectivement, Louis est bien revenu à Paris l'année précédente, mais s'il s'agissait d'un voyage pour une exposition dont il était membre du jury, c'était en juin 1895 et il est descendu boulevard de Turbigo à l'hôtel du Chariot d'Or. Et puis après, donc il est revenu à Alger, il est revenu donc avec son frère et ils sont arrivés 27 rue de Batignolles. Et puis, en 1902, ils sont allés à Savigny-sur-Orge. Savigny-sur-Orge, au 14 rue des Rossets. Et à la déclaration de guerre, et c'est là où il y a quand même pas mal de controverses, c'est qu'on l'a fait revenir dès la déclaration de guerre à Agen, ce qui est, à mon avis, doublement faux. C'est qu'à la même époque, on sait
qu'il a déposé une lettre cachetée, alors est-ce lui ou quelqu'un d'autre, une lettre cachetée à la SFP, la Société française de photographie, le 6 septembre donc 1914. Maintenant, c'est un peu difficile à croire. Vous vous souvenez qu'au mois de septembre 1994, entre le 6 et le 9 en particulier, c'était la Marne. Et oui, les Allemands, ils étaient pas loin. Ils étaient à Meaux et à Meaux, Senlis le premier, déjà à Meaux le 2, et le 6 a débuté la bataille de la Marne. Et quand on regarde Meaux, la ligne Meaux, Coulommiers, etc., on n'est pas très loin de Savigny. Donc, il n'a pas dû s'attarder. Mais par contre, à la déclaration de guerre où tout le monde partait avec une fleur au fusil, je ne vois pas pourquoi il se serait précipité sur Agen, alors qu'il y avait encore beaucoup d'expositions sur Paris où il était encensé. C'est l'année où il a eu tous les honneurs, on l'encensait, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi il aurait quitté ça immédiatement. Et tout compte fait, je pense qu'il est parti à Agen, soit fin août, soit carrément début septembre 1914. Et comment est-il parti à Agen? Eh bien, avec un peu de curiosité, j'ai relevé toutes les ouvertures des lignes de train. Eh bien, la ligne normale Paris-Agen, soit par Bordeaux, soit par Limoges-Périgueux, a été ouverte en 1840. Donc, en 1840, on partait de la gare d'Austerlitz, enfin la gare d'Orléans. On allait à Juvisy, première étape, et Juvisy, c'est à 3,4 km de la maison du Ducos-du-Oron. Alors, je ne vois pas pourquoi il aurait pris autre chose que le train pour venir ici dans le Lot-et-Garonne. Et puis, le plus amusant de l'histoire, c'est que la ligne passant par Orléans, Vierzon, Limoges et Périgueux, passait par Pennes pour venir à Agen, s'il avait pris cette ligne-là. Mais il a forcément pris cette ligne-là pour la bonne raison que la transversale Tonneins-Pennes, passant par Villeneuve, était ouverte. Le dernier tronçon de ligne, c'est-à-dire Villeneuve-Tonneins, a été ouverte en 1895. Ce qui veut dire qu'il est descendu à Pennes et il a pris la transversale et il est descendu à Sainte-Livrade. Parce que Sainte-Livrade se trouve à 4 km, grosso modo, du domaine de Lembrun, qui était le domaine de la famille de sa belle-sœur, avec laquelle il est revenu. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre une boule de cristal pour deviner que c'est ce qu'il a fait. Et alors, quand il est arrivé au Temple-sur-Lot, eh bien, il y est resté. Il n'avait pas grand-chose à faire sur Agen. Et on sait par des courriers que j'ai trouvés qu'au mois de février 1920, il était encore au Temple-sur-Lot. Donc, il est revenu à Agen, au 58 rue Lamouroux, après le mois de février. Donc, il a passé que quelques mois, au mieux, dans cette fameuse maison où il est mort. Voilà. Alors, cette maison, personne s'y a attardé, mais enfin, il faudrait savoir, il y a quelqu'un qui était mort, il faudrait savoir quels sont les rapports de cette maison avec la famille Ducos-du-Oron, où d'ailleurs sa belle-sœur est morte 3 ans plus tard. Voilà déjà quelques éléments, mais vous voyez qu'il reste encore beaucoup de cases blanches à combler. Je vous remercie.